Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je sais pas, moi. C'est vendredi en plus, non? Vendredi? Bah, le vendredi, c'est n'importe qui. Bah, pourquoi vous êtes là? Bah non, non, pourquoi? Pourquoi toi Oui. t'es là? Non, pas bah des non, gens mais du quand même. vendredi. C'est très gentil, ça me On fait n'a jamais plaisir. vu Mais, ici un vendredi. Non, mais on n'a jamais eu ici un vendredi. Enfin, et puis surtout, on s'est jamais retrouvés tous les trois c'est vrai. en même temps. C'est chelou. Bon, on fait quand même le taf ou... Enfin, le professionnel, quoi. Ah, le sommaire, vous voulez y aller, vous? Ouais, je sais pas, Ok. vu qu'on est là. Et le vendredi, vous l'avez déjà fait, vous? Vous savez ce qu'il y a le vendredi? De toute façon, moi je sais jamais, quel que soit le jour, mais... Vas-y, Benoît, commence. Il y aura la critique de Okamiden. Il me semble qu'il y aura Game Center après. Vu qu'on est le vendredi, il doit y avoir les animés, sorties animées. Et puis, Qu'est-ce qu'on fait, les news? ouais, mais on le fait comme un Fort Boyard, Un Fort Boyard? d'accord? Comme ça, là? Ouais. 1, 2, 3, les news! Qu'est-ce que vous avez dit? T'as mal entendu? J'ai très bien entendu. Tant mieux. Je ne suis pas sourde. Taré seulement. Pauvre type. Folle dingue. Prévu pour sortir dans quelques jours, le nouveau jeu des créateurs de la série Runaway, The Next Big Thing, confronte ses deux héros dans ce qui semble être son dernier trailer. Et confronter semble être le mot exact. Liz Allaire et Dan Murray, les personnages que l'on contrôlera durant l'aventure, ont tous les deux des caractères très explosifs. Tu es vraiment sûr que le type là-bas n'est pas Bobby Russell, le masseur des frics? Forcément, à un moment, ça fait des étincelles. Et vu qu'ils devront collaborer pour élucider le mystère de la disparition de Big Albert, une star de cinéma, on va certainement avoir droit à des situations hilarantes. Et quand on connaît le talent des Espagnols de Pendulo, on ne peut qu'être confiant. Pour savoir si The Next Big Thing n'est pas The Next Big Fail, rendez-vous dans quelques semaines pour notre critique. Enfin, du journalisme d'investigation. Allez, remets-vous. Chérie, mon truc c'est le journalisme sportif. Alors si tu te manges un coup de batte de baseball, préviens-moi. On change totalement d'ambiance pour une vidéo fun pleine de jeunesse et bien dans son temps avec le prochain DDR sur Wii. Outre le tapis de danse que l'on connaît bien, ce DDR permettra l'utilisation des Wiimotes pour les mouvements de bras, mais aussi du Wii Balance Board, histoire d'inclure quelques mouvements de hanches. On attend maintenant de voir si ces ajouts apporteront réellement quelque chose à l'expérience DDR, ou si, comme bien souvent dans les derniers jeux de danse, on aura affaire à du gadget plutôt mal fait. En fait, le truc, c'est que si on était des vrais stars de la télé, on aurait des 3DS gratuites. Et là, c'est pas le cas. Ouais. Je viens de voir Cyril, il paraît que le 101% a été hacké. Hacké. Ok. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on fout là? Ben, le problème, c'est qu'on est bloqué dans le 101%, c'est-à-dire qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus partir. Par exemple, moi, là, je commence à avoir envie de faire pipi, tu vois. Ouais. Et ben, je ne peux pas accéder aux toilettes puisqu'on est bloqué dans le cadre. On est bloqué comme les mecs. Et on a le droit juste d'aller voir Cyril Lambin, je ne sais pas pourquoi. Bah Cyril. déjà, c'est le principe. Ouais, Cyril, en même temps, il est bon, il sait quoi faire normalement pour ce genre de truc. Mais il essaye de faire une mise à jour système et dès qu'il a réussi, on sort. Et c'est qui va être booté? Ce sera toi d'abord ou... Je sais pas. Bon. Alors, ceux qui ont envie de pisser, ils passent en premier. Hein. Ah ouais, c'est clair. Heureusement, on a encore une rubrique pour tenir, mais à un moment, on va arriver à la fin et je sais pas comment on va faire. Ah oui, c'est vrai. Bah non, il nous en reste plein des rubriques, t'inquiète. Game Center, alors? Ah non, là, c'est la critique. Ah, non. Okamiden. Ah ouais, c'est ça, ok. En 2006 sortait un jeu mythique qui allait connaître un destin bien funeste, Okami. Développé par le studio Clover pour l'éditeur Capcom, avec Kamiya Hideki à la réalisation et Inaba Atsushi à la production, ce jeu d'aventure proposait une direction artistique absolument époustouflante, inspirée de la peinture à l'encre de Chine.
Le scénario était quant à lui basé sur les légendes japonaises, donnant ainsi au jeu une saveur unique. Malgré un immense succès critique de la part de la presse et des joueurs et les nombreux prix gagnés par le titre, les ventes n'ont pas suivi du tout. Cet échec commercial ainsi que celui rencontré par le jeu God End, sorti au même moment, signèrent la fermeture du studio Clover. Kamiya et Inaba, accompagnés de Mikami Shinji, le créateur de Resident Evil, partirent alors fonder leur propre studio, Platinum Games. Bien qu'il s'agisse d'une suite, Okamiden n'est pas développé par les créateurs d'origine du jeu, mais par une équipe interne à Capcom. La magie sera-t-elle encore au rendez-vous ? Il y a très longtemps, Nagi le guerrier légendaire accompagné par le loup blanc Shiranui n'a pas réussi à terrasser Orochi, le serpent à 8 têtes, mais seulement à l'enfermer. 100 ans plus tard, Susanoo, un guerrier, brise le sceau par une erreur et libère ainsi le démon qui sème la désolation dans le pays. La déesse du soleil, Amaterasu, prend alors possession d'une statue de Shiranui afin d'aller oxyre le démon une bonne fois pour toutes, accompagné de Susanoo. Tout ceci a été vu dans Okami. Mais alors que la paix est revenue dans le pays depuis 9 mois, un émissaire d'Amaterasu nommé Ishun tombe nez à nez avec des démons. Il est sauvé par un bébé loup qui semblerait être son fils. Bien que ce dernier ne possède pas encore tous les pouvoirs de la déesse du soleil, il est tout de même capable d'utiliser le pinceau céleste. Avec son nouveau compagnon sur son dos, Kuni, le fils de Susanoo, le petit loup Chimitelasu part à la recherche du fléau mystérieux qui s'abat sur le pays. Le joueur incarne Chimitelasu à travers les étendues du pays nippon, dans un jeu d'aventure à la Zelda qui se contrôle de la même façon que l'épisode précédent. On attaque, on saute et esquive avec les boutons du pad de la DS, et les boutons L et R servent à passer en mode dessin. C'est dans ce mode que l'on va pouvoir utiliser le pinceau céleste pour tracer des formes. Ces formes vont permettre de réparer des objets, de faire apparaître le soleil, refleurir les arbres, trancher des ennemis ou des parties du décor et bien plus encore. Le stylet de la DS est tout particulièrement adapté à cette fonction. Dans le feu de l'action, on peut sans problème tracer des figures simples, comme les traits ou les ronds avec l'ongle de son doigt, mais cela ne s'avère pas assez précis pour les figures plus complexes. Les nouvelles techniques de dessin s'acquièrent au fil du jeu lorsque l'on découvre de nouvelles constellations. Il faudra aussi faire attention car le temps et l'encre sont limités lorsque l'on dessine. Ce mode dessin peut être activé à tout moment lors des phases d'exploration, mais aussi lors des phases de combat. Les combats, justement, se déroulent dans des sortes d'arènes dans lesquelles on se téléporte automatiquement. Une fois tous les ennemis vaincus, une note ainsi que l'argent sont attribués en fonction des performances du joueur. Une des grandes nouveautés de l'épisode est l'orientation coopération prise par le jeu. Si Kuni passe le plus clair de son temps sur le dos de Chimitelasu, il est possible de le faire descendre pour qu'il effectue des actions particulières, induisant ainsi un côté puzzle avec des petites énigmes à résoudre lors des phases d'exploration ou de combat. Le tout est extrêmement plaisant et simple à prendre en main. En laissant de côté la jouabilité, la direction artistique du jeu est encore une fois une réussite. Si la DS est faiblarde dans l'affichage des textures, l'affichage de la 3D reste correct et suffisamment fluide. La musique, les graphismes, l'histoire plongent immédiatement le joueur dans l'ambiance. Certes, le jeu possède quelques faiblesses, comme la difficulté de se repérer sur la carte de temps en temps, et les phases de dialogue vraiment très nombreuses, mais cela reste des défauts relativement mineurs. Le plus gros problème est évidemment l'absence de traduction française qui rebutera les joueurs allergiques à l'anglais. Okamiden est bien le digne successeur sur DS de son aîné. La prise en main est intuitive, l'aventure rythmée, les dialogues sont bourrés d'humour, l'univers graphique est maîtrisé, c'est un jeu comme on aimerait en voir plus souvent. Mais malheureusement, le premier Okami ne s'était pas du tout vendu, et cela risque de se reproduire avec cet épisode, tout du moins en Europe. Car l'éditeur n'a pas jugé que le jeu valait la peine d'être traduit en français, ce qui est dommage, car il semble capable de toucher à la fois un public adulte et un public plus jeune. C'est vraiment dommage, car c'est typiquement le type de jeu de qualité que l'on a envie de conseiller à ses proches. Il ne reste plus qu'à espérer que les qualités du jeu lui permettent de surpasser la barrière de la langue. Alors moi je trouve que No Life, pour moi dans ma tête, j'imagine une paire de couilles. Je trouve que c'est hyper cool. Ce serait la bite, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que les mecs, ils font un déménagement, Ouais. ils arrêtent pas les 120%. Ouais, d'ailleurs, je t'ai pas vu au déménagement, t'étais où, toi? Je faisais mon propre déménagement. Ah ouais, c'est plus intéressant. Voilà. Moi j'avais un mot du docteur. T'avais un mot du docteur, c'est bien. Mais on commence pas là-dessus. Et ensuite, ouais, d'accord. Non mais on a des choses à dire, Oui, c'est vrai.
Et en plus, ça, de tout ça, ils essayent de lancer une nouvelle émission en fin de semaine, bam, direct. Ils quoi. s'en foutent, hein. Ouais, Moi, c'est je pense cool. qu'ils vont pas y arriver. Bah, si c'est au générique, c'est qu'ils sont arrivés. Ouais, tu sais, souvent, comme on tourne en avance, ils disent ouais, on va faire ça, et puis pof, ah merde, au fait. On a pas eu Puis le temps. après, il nous rappelle au dernier moment, il nous dit « Oh non, non, il Après, faut qu'on ils le vont retourne. remettre en- C'est encore pas, un des bugs c'est modes. pas du tout l'image que gêne No Life. Ouais. » Ouais, une bite et des couilles, on le sait. Bonjour et bienvenue dans Game Center. Ceci est une nouvelle émission donc consacrée à l'arcade. Pourquoi l'arcade? C'est parce qu'ici à No Life on aime bien ça, c'est vraiment un mode de jeu fantastique. Et on voulait faire découvrir tout ça au plus grand nombre d'entre vous. C'est pourquoi nous allons voir par exemple des tutos, mais plus simplement nous allons déjà commencer par les bases pour voir comment ça marche. Au fil des émissions on verra aussi des interviews de créateurs, etc. etc. Mais malheureusement, je m'en excuse, la première émission n'est pas encore prête. Alex, notre cher Alex, a été un petit peu débordé par le déménagement. C'est pas faux quand je vois un petit peu encore tout ce qu'il y a à faire ici dans les nouveaux locaux. Donc aujourd'hui, c'est juste une petite présentation. On va lancer un petit historique de l'arcade, très court, histoire de vous mettre dans le bain. L'arcade, tout un pan du jeu vidéo qui a malheureusement quasi disparu en France, mais qui a pourtant connu sa grande époque. Nombreux sont les joueurs qui se remémorent avec nostalgie leur partie sur des jeux mythiques comme R-Type ou Outrun dans des salles enfumées. La première borne à être commercialisée était américaine, il s'agit de Computer Space. Sortie en 1971, cette borne aux courbes futuristes est en fait une repompe du jeu Space War, développé en 1962 sur un ordinateur très puissant, mais surtout très cher, et qui donc n'avait jamais pu être mise à disposition du public. L'année suivante, Nolan Bushnell, un des concepteurs de Computer Space, crée la société Atari et sortira la borne du premier grand hit du jeu vidéo, Pong. En 1978, Taito sort le jeu qui va véritablement faire exploser le marché de l'arcade au Japon, Space Invaders. On assiste alors à un vrai boom de l'arcade. Les hits japonais vont s'enchaîner à un rythme effréné, Galaxian, Pac-Man, Donkey Kong, Xevious, Dig Dug. Cette déferlante de titres à succès se propage aux États-Unis, mais aussi chez nous. De nombreuses salles d'arcade vont ouvrir dans l'Hexagone. Les années 80 seront notamment très riches en shoot 'em up de qualité. La prochaine date marquante de l'histoire, c'est 1991 avec la sortie de Street Fighter 2. Capcom va ainsi démocratiser le jeu de combat en proposant un gameplay très poussé pour l'époque. De plus, c'est le premier jeu qui bénéficiera du linkage de 2 bornes, placées la plupart du temps dos à dos. On peut ainsi affronter quelqu'un sans avoir à s'asseoir à côté de lui et partager un panel à 2. Le phénomène du versus fighting est lancé. À partir du milieu des années 1990, c'est malheureusement le début du déclin de l'arcade. Les causes sont multiples. L'écart de performance technique entre l'arcade et les consoles de salon s'est considérablement réduit. Les adaptations consoles sont donc de plus en plus proches des jeux originaux en salle et il n'est plus nécessaire de sortir de chez soi, ni de payer à chaque fois pour jouer à ses jeux préférés. Ensuite, l'arcade et les consoles ont commencé à faire route séparée. La scénarisation grandissante des jeux consoles, avec des graphismes toujours plus époustouflants, propose de vivre une véritable aventure en échange d'une difficulté rabaissée. En opposition, l'arcade ne garde que l'essentiel. Prise en main rapide, gameplay profond, difficulté accrue avec un scénario inexistant ou inutile. Conséquence, le grand public reste chez lui et délaisse peu à peu l'arcade. D'autres paramètres peuvent aussi expliquer la chute de l'arcade en France. Les jeux non renouvelés, le matériel mal entretenu ou les lieux souvent peu agréables ont eu raison de l'arcade jusqu'à la disparition quasi totale des salles en France. Seul le Japon a su garder un public et l'arcade constitue aujourd'hui encore un pan important du jeu vidéo nippon. On notera par exemple les jeux musicaux de la gamme Bimani, débutés en 1997 avec Beatmania, qui ont contribué à la survie de l'arcade au Japon. Mais tout n'est pas perdu. Les fans d'arcade français sont de plus en plus nombreux et quelques game centers de qualité ont vu le jour ces dernières années. Toulouse, Bordeaux, Paris ou encore Montpellier, on assiste à un petit regain d'activité. On espère maintenant que l'arcade saura se faire à nouveau une vraie place dans nos habitudes de joueurs. Voilà, c'était un petit historique de l'arcade, histoire de vous montrer un peu ce que nous allons voir dans cette émission. La semaine prochaine, promis, le premier vrai numéro de Game Center, dans lequel nous allons voir les bornes, comment ça marche, l'intérieur d'une borne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, ouais, il paraît que dans la critique animée, là, il y a meuf à poil et Amancho, ça je vois ce que c'est. Par contre, l'autre truc, c'est quoi? Bambi. Bon, C'est Bambi. un truc où en fait t'as des animaux qui parlent. Des animaux qui parlent. Ouais. C'est fou, ça. C'est dingue, hein, ce C'est des trucs de drogués encore. Ouais, j'imagine. Et puis, pareil qu'il y a la mère qui meurt. Enfin, Mais la mère de qui? de l'animal qui parle. Enfin, je dis ça, moi j'ai pas vu. Tu l'as vu, toi?
Bah non, moi je lis pas les Blu-ray. T'as pas pris une révolution. Ah, Bambi, l'histoire de ce petit fan aura fait pleurer des millions d'enfants. Aujourd'hui, c'est en version Blu-ray qu'il s'apprête à émouvoir de nouvelles générations. Réalisé en 1942 d'après une nouvelle animalière de l'Autrichien Felix Salten, Bambi est le 5e long-métrage de Disney et constitue en quelque sorte un prolongement des Silly Symphonies, des courts-métrages musicaux réalisés à cette époque par les studios. Yes, I know. On y retrouve ainsi plusieurs chansons destinées à illustrer le passage des saisons et les phénomènes climatiques, ainsi que de magnifiques utilisations de la caméra multiplane permettant de donner de la profondeur au décor peint de la forêt. Cette technique avait d'ailleurs été utilisée pour la première fois sur le court-métrage Le Vieux Moulin, présent sur ce disque en qualité standard. Bambi, presque 70 ans après sa sortie, reste une magnifique ode à la nature sauvage, véhiculant un message toujours d'actualité sur le pouvoir destructeur de l'homme. Si le film a bien pris quelques rides, comme certains personnages très typés et ses chansons rétro, il reste techniquement impressionnant dans sa représentation d'environnements naturels et de comportements animaux réalistes. Le film est présenté ici dans un transfert HD conservant le format 4/3 d'origine, un format presque carré qui laisse donc des barres noires sur les bords de l'écran, espace qu'il est possible de remplir par des décors boisés. Comme c'est à chaque fois le cas depuis les premiers Blu-ray de Disney, le film a été remasterisé en se basant sur les décors et les cellulos d'origine. Le résultat obtenu est éclatant de couleurs et très propre. Un peu trop propre même, car le film a également été passé au réducteur de bruit, ce qui a enlevé tout grain de pellicule. Non, sur 2 pattes, tu y arriveras jamais. Le transfert donne donc l'impression que le film n'a jamais existé sur support argentique et a un côté très numérique qui plaira certainement à un public familial, mais agacera les puristes de l'image. Côté son, le constat est un peu le même. Le film est présenté en DTS HD remixé sur 7.1 canaux, et ce en VF comme en VO, mais sans proposer la version mono dans laquelle il était présenté au moment de sa sortie en salle. Concernant le doublage, cette version française est la 3e version, réalisée en 1993. Elle est plutôt bonne, même si la traduction du nom de la biche Faline en Féline continue de sonner bizarrement dans les dialogues français. Prince, Bambi. How you've changed. En bonus, on retrouve tout d'abord la plupart des suppléments qui étaient disponibles sur le DVD précédent. Il est ensuite possible de suivre une présentation interactive du film permettant de voir des croquis inédits, les cartoons Disney ayant servi de référence pour certaines séquences du film ou un rappel des événements historiques ayant ralenti sa production. Chacune des scènes coupées présentées est aussi visualisable séparément et une galerie d'artworks permet d'apprécier les détails de chaque croquis, particulièrement impressionnant en HD. Enfin, quelques quiz et jeux interactifs occuperont pendant un temps les plus jeunes. En conclusion, Bambi reste aujourd'hui encore un très grand film. Ce Blu-ray rend un véritable hommage au travail des dessinateurs et animateurs et il trouvera certainement sa place dans beaucoup de collections familiales. Seuls les vidéophiles pointilleux regretteront un nivellement de l'aspect de ces films historiques en Blu-ray où aujourd'hui tout se doit d'être lisse et un peu trop numérique. Why are they acting that way? Why, don't you know? They're Twitter-pated. Twitter-pated? Sur l'île où vit l'enthousiaste Hikari, la mer est cristalline et baignée de soleil. Des conditions idéales pour faire de la plongée son activité favorite. Mais pour l'heure, c'est la rentrée au lycée. Elle y fera la connaissance de Futaba, une jeune fille introvertie fraîchement débarquée de Tokyo. Se liant rapidement d'amitié avec cette dernière, Hikari lui fera découvrir les joies des combinaisons étanches, des palmes, des masques et des tubas. Amanchu est la 3e série marquante de la mangaka Amano Kozue, après Aqua et surtout Aria qui fut adapté en animé avec un certain succès. À l'instar de ses titres, le scénario d'Amanchu est lui aussi immergé dans le milieu aquatique. Mais si Aria baignait dans la pure science-fiction, ce nouveau manga est vraiment ancré dans la réalité. Au-delà de l'histoire de Hikari et Futaba, il constitue ainsi une véritable introduction ludique et pédagogique à la plongée sous-marine. Dans le premier tome, on apprend par exemple certaines bases de la discipline, telles que la notion de pression ou la manœuvre de Valsalva. Le trait et le style de l'auteur Amano Kozue versent clairement dans le shoujo, mais il devrait plaire à un large public.
À l'image de son héroïne Hikari, Amanchu est un manga léger et agréable qui offrira au lecteur un moment d'évasion sous-marine en toute simplicité. Eh ben, Voilà, c'était bien quand même. Moi, ça me fait plaisir J'étais de content voir. d'être avec Bah vous. ouais, la première fois c'était chouette. Contre l'adversité, on est resté pro. Tout à fait. Et puis vraiment, finalement, c'était pas si désagréable en plus. Hein. Non, bah il ne reste plus qu'à dire au revoir. Allez. Et normalement, la musique se lance et hop. Au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Tu sais, c'est comme dans les directs là, sur le plateau de télé. Normalement, il y a un téléphone qui sonne et il y a Cognac que j'ai. En fait, Il y a le micro là. je crois qu'il y a un problème. Le cracker, il a mis les rubriques infinies, alors je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je suis dessus, mais je sais pas quoi faire. Fait alors Bah, je sais pas. Meubler, hein, c'est votre boulot. toi, tu meubles bien, non? Oui, enfin c'est plus les espaces verts, moi je peux faire l'arbre. Ah, pas mal. Ouais, non mais je Et vois. après, il hein. faudrait me débiter sinon pour faire un meuble. Oh là. Moi, dès qu'il y a le mot bité, ça me fait rire. T'es le plus pro, toi. Tu veux que je fasse quoi? Bah, je sais pas, lance le truc. Mais quel truc? Bonjour à tous. Le clip de la chanson Foua 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 Fou a intégré la diffusion de No Life en 2008 suite à sa sortie au cours de la même année. Depuis, il a effectué une progression extraordinaire dans le J-Tub, se trouvant actuellement autour de la 40e place. Les avis sont très partagés sur Foua 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 Fou. Pourtant, il semblerait bien qu'il y ait beaucoup de spectateurs prêts à offrir leur vote pour voir la chanson monter dans le classement. Comment ça se fait? Soit, une partie d'entre eux le fait pour s'amuser, pour tester jusqu'où la chanson peut aller. Mais j'ose avancer la théorie qu'il y a en fait une majorité qui aime réellement la musique. C'est bizarre ce qui s'est passé là, non? Bah, moi, j'ai l'impression que c'était pas fini. Non mais c'est normal ça, attends, les gars ils font du boulot de merde, il y a qu'avec les pieds et puis après ça plante tout le temps. Moi je le sais, j'avais pas téléchargé mais enfin j'y avais joué et puis on pouvait pas y jouer. Ah d'accord, Toujours pareil. ça plante. Systématiquement. Hein. Ok. Donc J'aurais acheté l'original. Donc ça veut dire qu'on a encore plus de plateaux finalement. Et ça c'est bien parce que vu qu'on sait bien quoi dire. Ouais, et puis alors au départ on s'aimait bien, mais là ça commence à devenir pénible aussi. Bah surtout qu'il y en a un qui transpire. Ça, je sais pas trop qui c'est. Puis il y en a un qui avait envie de faire pipi. Ah, ouais. Mais maintenant ça se voit, mais j'ai plus envie. Ouais, hein, bah nouvelle rubrique. Oui, c'est ça. Nouvelle rubrique, c'est bien, au moins j'ai l'impression de patauger comme d'habitude. Vous avez vu, ça fait comme un lapin. Oh, c'est mignon. Salut à tous. Aujourd'hui dans Katsuka, vous découvrirez un projet de long métrage franco-chinois ainsi qu'un clip assez relaxant. Dahai est un projet de long métrage d'animation assez surprenant puisqu'il est développé entre la France et la Chine. Produit chez nous par la société Planète Nemo, ce film est entièrement animé au studio chinois BET qui tire son nom des initiales de ses deux fondateurs, Wes et Tidus. De leur vrai nom Zhang Chun et Liang Chuan, ces deux artistes sont les réalisateurs du projet qui est basé sur un court-métrage qu'ils avaient signé en 2004. L'histoire d'une jeune fille du domaine des dieux qui Et la dernière fois ça avait bugué et ça avait arrêté le 101%. Pourquoi ça continue là? Bah parce qu'on est dans la Twilight Zone. Vas-y, Rémi. Ça fait plaisir de voir des têtes. Alors, en fait, le hacker, il a changé une option, il a mis l'audience infinie. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas le même comportement de tout à l'heure. L'audience infinie? Ouais, je sais pas. Comment on peut avoir l'audience infinie? Bah, je sais pas, j'ai peut-être une idée, mais enfin, c'est... Et elle paye l'audience infinie? Non mais il y a que des mecs là coincés dans le 120%, c'est pas possible. D'ailleurs, ça me fait un peu peur là. Ouais. Bon bah, je suis dessus, hein, je suis dessus. Bah, j'espère. On regarde l'audience infinie. On regarde la rubrique.
Depuis la création de la chaîne, on s'est toujours interdit de traiter une catégorie toute particulière de l'animation japonaise. J'entends encore Seb me dire ouais, non, tu comprends, nous à No Life, on parle pas de ça. Simplement, aujourd'hui n'est pas un jour normal. Je vais donc me permettre de vous présenter Front Innocent, un animé plutôt sympa qui a pour caractère designer Urushihara Satoshi, un mec qui a également bossé dans le RPG. Ça tombe bien. Mademoiselle Faye, une riche aristocrate, revient chez elle après de... Ah non mais en fait on s'en fout ça. Il y a des soubrettes et ça, c'est nice. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Pourquoi je suis pas parti, moi, Alex? Parce que tu fais le 100% du vendredi, c'est toi l'invité, je t'avais dit il y a 2 mois, tu te souviens pas? Bah non. Bah on se disait que c'était pas mal, pour le 1er avril, tac, on met un animateur de 100%, c'était une bonne idée. C'est-à-dire que je vais rester bloqué tout le temps, là? Mais non, Cyril a réparé 100%, t'as pas vu? Mise à jour système, tout ça. Ok, mais là faut que je dise au revoir quand même.